Samedi 7 février 2026, la librairie Ombre Blanche accueillait un café psy, l'agir violent comme modalité de contrôle du lien chez l'adolescent, en présence de David Vavassori, psychologue clinicien, professeur des universités, en dialogue avec Sabine Cariou, psychologue clinicienne, responsable du dispositif EPISLOS, pôle d'intervention d'urgence de gestion de crise et de prise en charge post-traumatique. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue donc au Café Psy. Voilà donc un petit rappel du Café Psy pour ceux et celles qui ne connaissent pas et du thème de l'année. Donc le Café Psy, écoutez, c'est un invité avec quelqu'un donc du staff du Café Psy. L'invité aujourd'hui, c'est David Vavassori et c'est Sabine qui l'a invité, Sabine Cariou. Donc ils vont se présenter plus avant. Le thème de l'année, c'est la pathologie des liens. Donc nous avons au mois d'octobre travaillé avec Rémi Pouilhello, Maryse Perrin sur Niki de Saint-Phal. Il y a eu ensuite, fin novembre, nous avions invité Gérard Chimizanas, que voici. Et voilà, il arrive à point. C'était sur la question du théâtre, du psychodrame, des jeux de rôle, c'est-à-dire des thérapies... Oui, installe-toi. Des thérapies par l'action. Voilà, dramatique, l'action. Les thérapies par l'action, c'est-à-dire comment les thérapies par l'action peuvent travailler la question du lien, de la thérapie du lien. Voilà, c'était notre précédent Café Psy. Voilà Blandine Poney, installe-toi. Merci donc aux éditions RS, bien sûr, à Ombre Blanche, à la revue En Pan, qui sont le soutien du Café Psy depuis longtemps. Voilà. Et donc je vais maintenant laisser la parole donc à Sabine et David qui vont se présenter le thème. Donc l'idée c'est une présentation et qui lance une discussion. Le but du Café Psy, c'est la conversation, c'est la discussion, c'est mettre en circulation des contenus, des témoignages, des sensations, des impressions, comme chaque fois. Donc moi je suis chargé de faire circuler le micro. Donc j'assure la mobilité et la circulation de l'outil de parole. Voilà. À vous. Merci beaucoup, Lin. Bonjour, mesdames et messieurs, mesdemoiselles. J'espère, voilà, il y a encore du monde. Peut-être vous pouvez venir vous installer devant. Il y a encore de la place. Donc je suis Sabine Cariou, nouvellement membre du staff du Café Psy. J'en suis fort honorée et ça met un petit peu aussi de travail de la pensée dans une discipline dans laquelle j'exerce, qui est le psychotrauma et le gestion du deuil. Donc gestion, c'est un très vilain mot, mais voilà. Donc dans quelque chose qui finalement est un petit peu la prise en charge des conséquences de l'agir violent que toi, David, tu as en tant qu'enseignant-chercheur à l'université Toulouse-Jean Jaurès, au laboratoire LCPI, entre autres, tu étudies, et puis aussi avec ta pratique en libéral, puisque tu as été pendant de nombreuses années dans le milieu carcéral, dans la prise en charge de ces adolescents, dans ces agirs adolescents dont nous allons parler, dans ces pathologies du lien, dans cette continuité des pathologies du lien. Donc, David, je te laisse peut-être finir de présenter un petit peu ton parcours avant d'entamer la discussion. Oui, c'est déjà très bien ce que tu as dit. Bon. Mais première chose, quand même, voilà, je voulais vous remercier pour cette belle invitation. C'est toujours agréable de pouvoir venir échanger et sortir un peu de l'université et voilà, de mettre à l'épreuve ce savoir universitaire et de l'articuler avec le regard extérieur. Donc, ça, c'est une belle aventure, je trouve. Et je vous remercie d'entretenir ces espaces-là, parce qu'ils sont importants. Voilà. Il y en a de moins en moins, et je pense que c'est essentiel. Alors, tant mieux quand il y a du monde, ça veut dire que ça marche, et que le travail se fait. Donc merci pour ça à toute l'équipe
Et merci à Ombre Blanche pour l'accueil. Oui, alors pour compléter, donc ma fonction principale, c'est professeur des universités en psychologie clinique et en psychanalytique. J'ai travaillé 15 ans en milieu pénitentiaire. Alors, plus précisément, un établissement pénitentiaire pour mineurs. Alors, pourquoi je vous dis ça? C'est parce que ce dont je vais vous parler vient s'ancrer dans cette pratique clinique, bien sûr articulée avec mes réflexions de chercheur, mais vous allez vite comprendre que ma position de professeur est alimentée par ma position de psychologue et inversement. Voilà, c'est une clinique qui est source de réflexion et de recherche, et une recherche qui, enfin, c'est ma façon de le penser, qui s'organise pour qu'elle soit transférable sur le terrain et bénéficier aux acteurs qui prennent en charge les personnes. Alors là, ici, aujourd'hui, pour des problématiques de violence et en questionnant le lien. Mais je travaille aussi, au-delà de la violence, sur les problématiques addictives. Donc, si je vous dis ça, c'est aussi parce que dans les problématiques addictives, on parle aussi de la question du lien. Et ça avec un regard clinique et psychocriminologique. Voilà. Donc, en articulant le sujet, le monde interne, le fonctionnement, mais aussi l'articulation avec le contexte sociétal qui crée un contexte dans lequel peuvent venir s'exprimer des problématiques individuelles. Donc c'est un peu de tout ça là que je vais vous parler aujourd'hui. Voilà. Bien. Tu parles de la société et de ce qu'on peut entendre aujourd'hui comme discours sur la violence, et puis encore les faits divers cette semaine viennent prendre le pas sur des discours malgré tout très finalement manichéens, mais on comprend peut-être que cette perception alimente aussi quelque chose de très anxiogène pour tout un chacun. Donc c'est pour ça aussi qu'on va essayer de déplier quelque chose de ce discours que l'on peut entendre pour dire quand même quelque chose que peut-être, enfin c'est une hypothèse que je fais, mais c'est le fait qu'on l'aborde de manière aussi manichéenne peut-être renvoie justement à quelque chose de la paradoxalité dans lequel nous sommes dans l'agir violent. Je ne sais pas si on peut développer déjà peut-être quelque chose de ce côté-là, à titre de citoyens que nous sommes, et puis des informations dans lesquelles nous sommes pris, et ces discours dans lesquels nous sommes pris. Est-ce que c'est une hypothèse qu'on peut... Oui, alors je vais rebondir et élargir un peu. Tous ces phénomènes. Alors l'exemple que tu donnes effectivement de l'adolescent qui a tué, enfin non, vous voyez le lapsus, qui a failli tuer, j'espère qu'elle va s'en sortir, l'enseignante à coups de couteau. Bon, on voit bien qu'il y a un prisme sur l'adolescence. En fait. Bon. Alors il y a l'adolescence, l'adolescent en crise ou la crise adolescente. Bon, enfin. En tout cas, moi, la question de l'adolescence, elle me permet de penser quasiment de manière paradigmatique les problèmes de violence. Alors pourquoi je dis ça? C'est parce que, alors, on est tous passés par cette phase-là. Il nous en reste des souvenirs plus ou moins vagues, mais en tout cas, ça nous structure, ça nous organise, et ça détermine en grande partie l'adulte qu'on sera. Et donc, en comprenant le fonctionnement des adolescents, on comprend aussi comment l'agir violent vient s'inscrire dans un parcours de vie, dans une histoire. Et il n'y a pas de hasard. Comment cette phase de l'adolescence va donner forme à des aménagements, alors bien sûr individuels, mais aussi dans la relation avec le monde extérieur. Et donc comment cette articulation peut donner, par moment, créer même des opportunités qui vont conduire au passage à l'acte violent. Bon, alors, moi, le choix que je fais, c'est de me dire, tout n'est pas déterminé. Et c'est ça, enfin, le regard psychocriminologique permet aussi de penser l'articulation entre ce fonctionnement adolescent, les opportunités sociales qui se présentent à nous, et une histoire, un parcours, voire une préhistoire familiale. C'est-à-dire que quand on part du lien, on ne peut pas l'extraire d'une filiation intergénérationnelle ou transgénérationnelle en fonction de
ce qui apparaît. Ça reprend un peu ce que disait finalement dans notre contexte, notre regretté, en tous les cas, René Caës, je dis regretté parce que c'est, voilà, et qui pouvait avoir cette formule, les liens d'affiliation sont les avatars de liens de filiation. Si je résume un petit peu ton propos, voilà. Comment dans les groupes d'affiliation viennent se jouer des avatars, des liens de filiation, donc cette préhistoire dont tu mentionnes et qui finalement, bon, sans qu'il y ait un déterminisme, mais en tous les cas, voilà, mène à une construction psychique et à un fonctionnement particulier. Alors, ça me fait associer quand même à cette question. Quand on interroge les liens, on se dit, mais à quoi on est lié? Bon, l'adolescent, c'est un peu son job finalement de trouver ses points d'ancrage. Pour savoir, alors, formule un peu toute faite, mais c'est pas grave. Pour savoir où on va, c'est bien de savoir d'où on vient. Bon. Et nos collègues groupalistes, c'est-à-dire ceux qui travaillent sur le fonctionnement familial, la transmission, nous enseignent de ce côté-là, c'est-à-dire que c'est compliqué de se dire père d'eux ou mère d'eux sans être fils d'eux ou fille d'eux. Bon. Et moi, dans la clinique, notamment avec des jeunes en détention, j'étais assez frappé d'entendre une forme de fantasme d'auto-engendrement, c'est-à-dire, bon, quand on leur posait la question, bon, alors, quelle est la relation que vous avez avec votre famille? Quelle est votre histoire? Il y a un vide. Alors d'ailleurs, c'était très caricatural presque. Quand on leur demandait leur histoire, ils se définissaient très souvent par leur histoire institutionnelle, bon, et pas par leur histoire familiale. Et donc on voyait là qu'il y avait une forme de vide, d'absence, qui nécessitait la recherche de nouveaux ancrages. Et c'est là que les opportunités sociales interviennent. Parce que, on sait bien, à travers les réseaux sociaux, à travers différentes opportunités, on se saisit de ce qui va avoir du sens pour nous. Alors bien sûr, toujours pareil, pas de manière aléatoire, toujours en lien avec une histoire, même si elle n'est pas élaborée, même si elle n'est pas pensée, mais qui renvoie quand même à quelque chose. Alors, nous, on fait l'hypothèse de l'inconscient, avec quelque chose qui peut effectivement s'ancrer dans l'inconscient. Mais voilà, cette question de l'affiliation en deux mots et l'affiliation est souvent en lien avec une incapacité aussi de se référencer à une histoire familiale, à un roman familial, on dira, chez les adolescents. Et même, alors, moi qui travaille un peu sur les radicalités quand même violentes, on s'aperçoit, et c'est Pierre Bengozi qui parle de ça, d'un défaut de transmission des idéologies familiales. Si on n'a pas d'histoire familiale, on n'a pas ces repères qui nous permettent de nous ancrer et ensuite d'avancer, en quelque sorte. Bon. Et la nature a horreur du vide. Bon. L'absence de ces repères-là va entraîner une recherche dans le monde extérieur de points d'ancrage, de repères et de construction. Ça me fait rebondir justement sur ces questions de radicalité où souvent on est plutôt dans quelque chose, non pas de l'unité, d'être frère. C'est souvent ce que l'on entend. On est frères, mais on évacue la question de la parenté, de nos ascendants dans leur discours. C'est on est le même et dans quelque chose de la fraternité plutôt que voilà. C'est ce qu'on observe dans certains discours qu'on peut entendre, notamment que j'ai pu avoir aussi en expertise judiciaire sur ces questions. Voilà, non seulement, en fait, tout va bien dans la famille. Voilà, ça aussi, ça peut être... j'ai jamais eu de problème, il n'y a jamais rien eu. Donc, il n'y a aucun récit, effectivement, pour rebondir sur ce que tu dis, sur l'inscription familiale. Et dans les passages à l'acte en groupe, dans des associations de malfaiteurs, etc., c'est... on est frères, et voilà, la seule famille et le seul groupe qui nous constitue, presque dans, effectivement, ce fantasme d'auto-engendrement, qui exclut totalement la question de l'histoire familiale et des repères familiaux. Oui, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas là. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien. Oui. C'est juste on que n'en dit rien. Et ça n'a pas laissé la trace ou l'empreinte suffisante pour en faire quelque chose. Parce que quand même, c'est pour ça que je le pense à travers le prisme de l'adolescence. L'adolescence, c'est quand même la période où les choses s'actualisent. Alors de deux manières. Quelque chose qui se subjective, là, voilà. On prend conscience à la fois de nos ressources, de nos vulnérabilités, comme si le logiciel se mettait un peu à jour, en quelque sorte. Mais du coup, ça souligne les points de vulnérabilité, ce qui manque. Bon. Et alors, il y a un élément important en lien avec la question du lien, c'est la question de la dépendance, en fait.
Voilà. J'allais y venir. Voilà. Il y a quelque chose qui... les adolescentes et les adolescents, ils sont traversés par quelque chose qui est douloureux quand même. C'est-à-dire qu'il faut accepter d'être traversés par cette question de la dépendance. Alors qu'ils peuvent vivre sous le versant de l'emprise. Je suis dépendant de l'autre et donc je me sens agi par l'autre, par l'extérieur, les parents, les enseignants, et donc il faut être en capacité d'accepter cet attachement-là, ce lien-là, mais pour pouvoir se construire et ensuite s'en défaire. Parce que l'enjeu, c'est ça. C'est de manière transitoire, de s'appuyer sur ces modalités de dépendance, mais ce qui va marquer l'enjeu du passage dans l'adolescence, c'est le fait de pouvoir s'émanciper de ce cadre-là. Bon, le problème, c'est que, ou le risque, c'est qu'il y ait quelque chose qui s'enquiste du côté de la dépendance. Et alors, il y a un paradoxe. C'est pour ça que souvent, quand on travaille avec les adolescents, on parle d'une clinique de la paradoxalité. Pourquoi ? Parce qu'on a affaire à des personnes, à des jeunes, à des sujets qui, à la fois, constatent qu'ils ont besoin de leur environnement proche, puisque c'est d'abord la famille, les liens familiaux, faut-il qu'ils soient présents, efficients. Bon, si ce n'est pas la famille, c'est plus largement l'école. Bon, enfin, on essaie de bricoler quelque chose pour s'appuyer et pour avancer. Le problème, c'est que cet appui nous fait prendre conscience de cette dépendance. Et ce sentiment de dépendance peut être insupportable. Et c'est là qu'on commence à percevoir chez certains adolescents une attaque du lien. Hein ? Donc, et avec une idée qui est assez... Alors, bien sûr, moi, je vous parle de cas extrêmes, des jeunes qui sont incarcérés, donc qui ont commis des actes suffisamment graves pour être placés sous main de justice et pas simplement suivis par la PJJ, mais qui, voilà, soit de manière réitérative, dans de la récidive ou de manière très violente, ont posé un acte qui les a conduits à être incarcérés. Et qu'est-ce qu'on constate dans cet agir ? Alors, je passe toujours de passage à l'acte, voilà, parce que ça renvoie à une signification particulière, mais du côté de l'agir violent, on s'aperçoit quand ils en parlent, quand ils arrivent à en parler, que l'enjeu, c'est de reprendre le contrôle du lien. Bon. Voire même le détruire. L'idée, c'est quoi ? C'est détruire le lien plutôt que d'être dépendant de ce lien. Et il y a toujours quelque chose d'énorme à y perdre. Et de risquer potentiellement d'être détruit par ce lien. Alors c'est ça. L'angoisse, c'est de vivre ça comme non pas qu'il y a... Alors bien sûr, il peut y avoir un contexte de violence intrafamiliale, tout ça, mais ça arrive aussi dans des familles où on ne repère pas, j'ai dit on ne repère pas, je veux dire qu'il n'y a pas, mais on ne repère pas de problématiques de violence intrafamiliale. Faut faire attention au schéma un peu caricatural de contexte familial, insécure, violent. Non, ça n'arrive pas. Carencé forcément. Non, on n'est pas forcément du côté de la carence ou de la vulnérabilité. Mais en tout cas, il y a quelque chose, et moi j'aime bien chez nos collègues groupalistes, l'idée de c'est pas est-ce qu'il y a lien ou pas, c'est la qualité du lien, du nouage dans le lien. En fait, le nœud qui crée ce lien. Voilà. Comment il se fait ce nœud ? Comment ce nouage se crée ? Et quelle est sa qualité ? Et on s'aperçoit que dans la construction de ce lien générationnel, intergénérationnel, il va y avoir quelque chose qui va réactiver cette angoisse de manière paroxystique chez les adolescents. Et donc, ils vont vivre ça, eux, déjà comme une violence intérieure. Se sentir dépendant de l'environnement familial alors que leur job, c'est de s'en émanciper, il n'y a rien de plus insupportable. Donc comment on fait ? On fait avec les moyens qu'on a. Et c'est là que l'adolescence vient actualiser les ressources internes qu'on a pour faire face à ce sentiment d'emprise qui nous traverse tous. Comment on va arriver à le gérer ? Est-ce qu'on va trouver une extériorité du tiers qui va nous permettre de prendre la distance ? Mais dans certains cas, c'est impossible. Donc il y a des positions très radicales. Et l'agir violent peut venir remettre à distance un lien qui est trop, qui est vécu comme une attaque même identitaire. C'est une question de rapprocher. Trop près, ça ne me va pas. Trop près, et trop loin, ça ne me va pas non plus. Et alors tu comprends que quand on est dans cette dynamique-là de yo-yo en quelque sorte, l'accompagnement, alors déjà pour les parents c'est quand même très difficile parce que ça ne va jamais en fait. Donc il faut que les parents acceptent aussi que
ça n'aille jamais. Ouais, c'est ce qui nous fait souffrir aussi par moment. Mais alors, c'est vrai chez les parents, dans la famille, mais c'est vrai chez les professionnels. C'est-à-dire la question de la bonne distance. C'est un vrai casse-tête. Avec toute notre envie d'aider, quelquefois, la proximité est trop importante. Et souvent, et moi, mes collègues, on en parlait souvent, hein, et j'en parle parce que je fais pas mal de groupes d'analyse des pratiques, et donc je l'ai encore ce discours où des collègues éduques vont me dire, mais putain, je comprends pas, on avait créé un lien très fort, ça avançait, il y a quelque chose qui se déclenchait, et puis je lui ai dit, c'est super ce que tu as fait, je suis fier de toi. Et là, patatras. Le lendemain, la voiture de l'éducateur brûle. Bon. Ou passage à l'acte violent. Alors, et on se dit, mais comment ça se fait? Avec ce professionnel, ça se passait très très bien. Et il y a quelque chose qui s'est déclenché, d'une remise à distance, d'une reprise de contrôle, de sentiment d'être agi de l'intérieur pour l'adolescent, va générer une angoisse tellement importante que je remets à distance. Pour une raison assez simple. Bon. Quand on a... la question du lien, elle implique quand même quelque chose de fondamental, c'est la question du plaisir que l'on prend aussi dans la relation. Donc s'apercevoir qu'il y a quelque chose qui nous a manqué de cette relation, de ce lien, de soutenance, d'étayage. J'irais même jusqu'à dire d'étayage narcissique, identitaire. Bon. Donc quand on a manqué un peu de ce contexte-là, s'apercevoir qu'on y prend beaucoup de plaisir, notamment quand on est dans un accompagnement professionnel, ou éducatif, ou psychologique. Mais quand ça va s'arrêter, qu'est-ce qui va se passer? C'est très angoissant ça aussi. L'absence, le vide, alors même qu'on vient de vivre un moment où on retrouve le plaisir de la relation. Aïe, qu'est-ce qui se passe là? Il y a souvent cette réaction du côté de « attention, plutôt que d'être privé de ça, c'est moi qui vais décider de remettre à distance ». Voilà. Et là, on a des processus qu'on retrouve d'attaque-fuite, c'est-à-dire chez les adolescents, et c'est ce qu'on retrouve dans les familles aussi, c'est-à-dire qu'on a des ados qui vont fuguer, qui vont passer à l'acte, la famille, une forme de raptus, voilà, pour soit rompre le lien, soit le mettre à distance, pour éprouver le lien aussi, pour le mettre à l'épreuve. Hein, est-ce que tu résistes? Est-ce que tu es solide et voilà. fiable? C'est ce qu'on retrouve dans les fugues. Hein. Je ne sais pas s'il y a des collègues de l'ASE ici ou de CDEF, mais dans les foyers, quand même, c'est quand même une chose qui est récurrente. C'est-à-dire comment on gère la fugue, hein. Comment on gère les jeunes qui partent, et qu'est-ce que ça vient mettre à l'épreuve, en fait. Bon, c'est des vrais casse-têtes. C'est là que le sentiment d'impuissance, d'impasse face à ce mode de fonctionnement est douloureux, parce que c'est pour ça qu'on parle souvent de clinique de la paradoxalité, parce que voilà, on sent bien que ces adolescents ont besoin d'un point d'ancrage, d'un soutien, on leur fournit, mais en même temps, c'est ce qui va les angoisser et leur donner ce sentiment de danger intérieur, de défamiliarisation, dit mon collègue Florian Houssier. Et donc, pour les professionnels, pour les familles, c'est un vrai casse-tête. Et du coup, je reçois aussi en consultation les parents qui sont un peu désespérés. Ils disent, mais écoutez, on leur donne tout. On fait tout. Et on ne comprend pas pourquoi ça se passe mal. Bon. Et après, quand vous recevez l'ado de la même famille, ah, mais mes parents, c'est insupportable. Ils sont poisseux, ils sont toujours là, ils sont voilà, je l'entends de ce côté-là, quelque chose c'est quelque chose qui colle. Ouais, voilà. Hein, Il donc me saoule, collage. il me gave. Ouais. Et donc cette idée, c'est comment remettre à distance. Et donc il y a une forme d'incompréhension de ce côté-là, de part et d'autre, avec des sentiments d'injustice qui traversent les uns et les autres. Tu parlais des différences entre l'agir et le passage à l'acte. Est-ce que tu peux peut-être développer Alors, l'hypothèse que je fais, c'est que ce qui s'exprime souvent dans différentes formes d'agir, je parle de polymorphisme de l'agir, c'est-à-dire ça peut être des conduites addictives, des conduites violentes, les automutilations,
donc les attaques du corps, les troubles des comportements alimentaires, enfin tout ce qu'on peut retrouver comme symptômes chez les adolescents peuvent avoir un processus commun qui sous-tend différents agir, qui ne sont pas que des passages à l'acte, finalement. Il peut y avoir du passage à l'acte, violent, hétéro-agressif, c'est-à-dire vers l'autre, ou auto-agressif, mais il peut y avoir plein d'autres choses. Et nous, ce qu'on constatait quand je travaillais en détention, c'est qu'on avait des jeunes qui, alors quand vous êtes incarcéré, ça limite un peu la transgression, même si on peut transgresser en prison, hein, voilà, bien sûr. Mais en tout cas, ça limitait un peu, ça contenait un peu le passage à l'acte. Par contre, on s'apercevait qu'il y avait une émergence d'autres symptômes somatiques, psychopathologiques. Donc là où on essaie de colmater les brèches, du côté du passage à l'acte, venait se déplacer la problématique ailleurs, à trouver une voie pour s'exprimer, cette problématique. Et l'analyse, moi, que je faisais, c'était que cette problématique, c'était cet aménagement de la dépendance qui venait s'exprimer, qui était une autre façon de reprendre le contrôle. Alors, il pouvait y avoir, tous les jeunes ne correspondaient pas à ça, à cette hypothèse-là. Mais en tout cas, assez régulièrement, moi, je repérais qu'il y avait cet aménagement qui se constituait et qui trouvait différentes opportunités de s'exprimer. Bon, et alors, la formule que moi j'aimais bien, que j'utilise aussi avec mes collègues, toujours, hein, quand on travaille en équipe, c'est... cet agir, il trouve des supports, des opportunités comme support. Voilà, c'est un faisceau d'opportunités. Ben, c'est vrai que effectivement, si le voisin est un dealer, on aura plus tendance à aller du côté de cette opportunité de consommation. Voilà, même si le fait qu'on y reste n'est pas lié juste à cette opportunité, il y a une raison aussi d'y rester du côté de la problématique addictive. Ensuite, en fonction de notre histoire, de notre façon de gérer ce qui nous anime, eh ben, l'agir violent peut être aussi une solution. Qui est, il y a un concept que j'aime bien qui est la phobie du penser, de Kestenberg, c'est-à-dire chez les adolescents, par moment, il y a une impossibilité à penser les choses. Là où nous, ben, quand on est en colère, quand on est envahi par un mouvement pulsionnel, on va arriver à le transformer. Chez les adolescents, ça peut être compliqué. Bon. Est-ce qu'on peut parler, et je crois que tu en parles dans tes travaux, hein, de court-circuit de la pensée, que ça soit la consommation de substances, que ce soit le passage à l'acte, quelque chose qui vient couper la pensée, en tout cas le conflit interne qui n'arrive pas à s'élaborer, qui déborde. Est-ce que c'est... Alors, il peut y avoir ça. En fait, il n'y a pas une réponse. Hein, voilà. L'idée, c'est pas quand je pense l'agir violent du côté de la dépendance, l'idée, c'est pas d'en faire un modèle généraliste pour expliquer toutes les violences. Bon, moi, chez les jeunes que j'ai rencontrés, plus quand on croise avec l'état de la question clinique et scientifique, on s'aperçoit qu'il y a quand même quelque chose de cette gestion du lien de dépendance, mais qui peut avoir plusieurs fonctions. La fonction, effectivement, de gérer le lien, de mettre à distance, mais ça peut se croiser aussi, c'est pour ça que je parle aussi de polymorphisme, avec cette fonction de décharge qui entraîne aussi, ou qui est la conséquence d'un court-circuit de la pensée. J'agis plutôt que de penser. Bon. Et agir aussi pour ces adolescents, c'est exister. Hein, c'est une construction identitaire. Ah oui, ça devient, et c'est mes collègues Jamet et Korkos qui parlent de ça, quand on parle d'aménagement, on retrouve aussi la question de l'identité, et notamment de l'identité négative. Quand on a affaire à des jeunes qui ont du mal à se construire sur les repères normatifs classiques, bien travailler à l'école, être sportif, être musicien, être ceci, cela, pour plein de raisons qui ne sont pas que liées à l'environnement, mais aussi à l'environnement, et qu'on leur dit depuis toujours, bon, ben, toi, t'es un cancre, t'es violent, t'es inadapté, t'es ceci, t'es cela, bon, qu'est-ce qui reste? Ben, comme dans ce qui est valorisé socialement, j'y ai pas trop accès, le seul truc où je suis bon, c'est du côté de la violence. Bon, ben, tant qu'à y être le meilleur dans le champ de la violence. Ouais. Et donc, il y a quelque chose du côté de l'identité qui est du côté de l'identité négative, l'anti-héros. C'est-à-dire, je deviens celui qui est le pire dans ma catégorie. Et on voit bien qu'il y a, dans les faits divers, on est tous sidérés par cette montée crescendo du toujours plus. Voilà, de toujours plus violent, toujours, voilà. Et celui qui sera reconnu
quand même. Bon, il y a quelque chose d'une forme de destin héroïque là, et qui vient, qui est inversement proportionnel au vide intérieur, quoi. Plus c'est vide à l'intérieur, plus on essaie de créer cette image et on en devient dépendant, du coup. Et là, on revient sur cette question du lien. Merci beaucoup. On peut peut-être procéder à quelques échanges s'il y a des questions, des réflexions. Vous souhaitez rebondir sur les propos de David, que je remercie infiniment. Voilà. D'associer librement, de donner vos impressions, enfin voilà, parce qu'il y a une densité, quoi. Il y a une densité dans le discours de David. Il ne faut pas trop lui poser de questions à David, parce que ça devient... On est captivé, quoi. On est vite captivé. Voilà, mais nous on a le droit de déconner un peu, disait Toscaïès, quoi. C'est-à-dire on a le droit de laisser venir des images, des idées, des représentations. Est-ce que ça nous a fait entendre ça, à quoi ça fait écho, etc. Alors moi il y avait peut-être 2-3 mots que j'ai attrapés. Alors par rapport à cette histoire d'angle mort, quoi. Je me dis tiens, la famille comme angle mort. Non, ils peuvent rien dire de leur famille, quoi, du vécu familial, de l'histoire familiale, de l'héritage. Alors je me dis tiens, la famille comme angle mort, quoi. Ça veut pas dire que c'est mort. Ça veut dire qu'on voit rien, quoi. On voit rien et on peut rien raconter, quoi. Voilà. Voilà. Bon. Alors l'agir est en rapport avec cette histoire-là. C'est un peu. Voilà, il y a quelque chose comme ça qui m'est venu à l'esprit. Et alors je sais pas pourquoi, mais alors j'ai associé aussi sur la pièce de théâtre qui se joue là en ce moment là au TNT avec De Dienne là sur Jean-Luc, un texte fabuleux là de Jean-Luc Lagarce. Il ne m'est jamais rien arrivé. Bon, je faisais le lien entre il ne m'est jamais rien arrivé et j'ai rien à dire de ma famille, quoi. Voilà, tout simplement. Alors, une espèce de lieu nul, quoi. Un lieu nul. Et je pensais à une formule qui est le silence des origines. Voilà. Donc, on est tous confrontés au silence des origines. Voilà. Mais voilà. Et parfois, il n'y a rien qui s'articule, quoi. À partir du silence des origines, il y a. Bon, moi, je pensais au texte de Lagarce. Le texte de Lagarce s'articule vraiment là-dessus. Mais parfois rien ne s'articule et c'est là que l'agir, paf, vient s'articuler sur le silence des origines. Enfin voilà un peu dans quoi j'ai été baladé par cette présentation, une grande clarté, une grande densité. Voilà, à vous. Moi, je fais circuler le micro, quoi. Bonjour. Alors moi je travaille en lieu d'accueil enfants-parents avec des tout petits. Effectivement, à chaque fois j'ai beaucoup associé les adolescents et les tout petits, quoi. Enfin voilà. Est-ce que vous trouvez que c'est un parallèle juste, effectivement, dans la question du lien et dans la question de... vous dites aussi de cette attaque du lien au moment de l'adolescence. Est-ce que aussi ça ne dépend pas de comment il s'est construit dans la toute petite enfance, quoi. Oui, alors c'est vrai que je ne l'ai pas dit comme ça, mais quand je dis qu'il y a quelque chose qui s'actualise pendant l'adolescence, c'est l'infantile qui s'actualise. Parce que quand on est ado, il y a quelque chose qui change fondamentalement. Bon, il y a la puberté, on est d'accord. Le pubertaire, c'est la transformation psychique. Mais en tout cas, on arrive à agir tout ce qui nous a traversé de fantasmatique, de pulsionnel. Il y a quelque chose qui est possible physiquement. Ce qui n'était pas le cas quand on était enfant. Ouais. Donc il y a quelque chose fondamentalement différent. Mais il y a une forme de continuité. On est d'accord. Ça continue après. Nous, on travaille beaucoup au laboratoire sur les moments de crise. Effectivement, ça commence dès l'enfance, mais ça continue tout au long de la vie. Et on en passe des périodes de crise. Alors en plus, quand on a 40, 50 ans et qu'on a des adolescents, donc il y a aussi une résonance des crises. Quelque chose de spéculaire presque. Ah ben oui, ouais. Oui, et c'est pour ça que c'est si difficile d'ailleurs. Bon, mais en tout cas, oui, je ne l'ai pas abordé, mais vous avez raison, il y a quelque chose de l'ordre de la continuité. En fait, nous, la façon dont je travaille les problématiques, c'est ce que dit Lain, il y a quelque chose de l'histoire personnelle, mais aussi de la préhistoire familiale. Bon, tout s'articule, en fait. Et c'est là aussi que on est dans une époque où on essaie d'essentialiser, de simplifier. Bon, mais
et moi je prône en permanence, bon je suis pas le seul bien sûr, la complexité. C'est presque un gros mot maintenant. Dire, je dis pas que c'est compliqué, c'est complexe. Oui, c'est la complexité. Là où on nous demande, moi en tant que chercheur, on vient me chercher du côté de, mais monsieur Vavassori, vous pouvez pas nous donner une méthodologie qui permettrait de comprendre pourquoi on se radicalise, les étapes, et du coup comment on se déradicalise, comment un jeune est passé, est passé par le passage à l'acte, nous dit Roussillon, et comment on désescalade. Ben non, c'est pas des maths, hein, et ça se définit pas aussi facilement. Donc tout est à prendre en compte. Juste une question, s'il vous plaît. Vous parlez des familles. Est-ce qu'il y a des pères dans ces familles ? Alors ils peuvent être là, pas là. Ils peuvent être symboliquement absents. C'est-à-dire qu'on peut avoir une famille nucléaire lambda, mais dans l'existence symbolique du père, il peut être défaillant. Mais en fait, il y a plein de configurations possibles. Il y a plein de configurations possibles. Si je peux permettre, j'ai en tête, quand souvent on parle de défaut d'intégration du surmoi dans ses agirs, dans la délinquance. Et moi, dans les expertises que j'ai pu faire, souvent, j'ai perçu au contraire un surmoi sadique pervers qui prédominait, et avec une tentative finalement de se dégager par l'agir violent, par les passages à l'acte, et notamment quand il y avait quelque chose de l'ordre de la sérialité qui était en train de se mettre en place, alors de la sérialité dans l'acte délinquant, mais aussi dans la psychiatrie, enfin la psychiatrisation, quelque chose de la somatisation aussi. Mais j'étais vraiment surprise de cette... D'ailleurs, justement, un surmoi qui était très fort, très sadique, très interdicteur, et qui plongeait déjà la personne dans une paradoxalité. Comment un père peut effectivement déplorer ce qui arrive à son enfant tout en lui cassant la guitare sur la tête parce qu'il n'a pas été au cours de guitare. Hein, et pour autant, quand il fugue, il s'allonge dans le lit de son fils qui a fugué. Voilà. Donc bon, ça c'est un exemple comme ça, mais j'étais quand ils avaient pu en dire quelque chose, vraiment l'interdiction était là, mais souvent sous des formes perverses, en tout cas violentes. Ouais, oui, ce que tu dis, c'est que c'est pas que l'absence d'un père. Oui. C'est la fonction, hein, qui voilà. Bon. Mais alors, ça me faisait associer quand même à la question que j'ai oubliée. C'est pas grave. Il y a un inconscient. Ça... Est-ce qu'il y a un père ? Ouais, mais c'est pas grave, ça me reviendra. Comme ça permet de laisser la parole. Oui, je vous pose une question parce qu'on entend beaucoup parler aujourd'hui d'une notion de borderline. Il y aurait des adolescents qui seraient borderline, mais moi je ne vois pas ce que ça veut dire, parce que c'est qu'à limite par rapport à quoi ? Est-ce que c'est utile cette notion ? Est-ce que ça cache la misère de l'analyse ? Alors peut-être que vous l'avez un peu compris. Moi, en ce qui concerne les adolescents, encore une fois, je ne suis pas le seul. Il faut se méfier des étiquettes un peu figeantes. Bon. Alors, j'allais vous répondre une réponse de Gascogne, c'est-à-dire que par définition, l'adolescent, il est état limite. Si on prend la définition de l'état limite, il a toutes les caractéristiques. Bon. Donc c'est compliqué de se poser la question d'une organisation, quelque chose de très figé, alors qu'on est dans une période qui, par définition, est une période de transformation. C'est une métamorphose. Hein. C'est même, François Marty parle d'anamorphose. Il y a quelque chose quand même qui est particulier de ce côté-là. Donc, oui, alors on peut y repérer des éléments cliniques, peut-être d'une organisation limite future, mais moi j'essaie d'être vigilant et de travailler plutôt dans une lecture processuelle. Quels sont les processus qui sont en jeu chez l'adolescent ? Qu'est-ce qui se joue ? Moi, la question que je pose souvent avec mes collègues en équipe, c'est mais à qui on a affaire ? Alors, ça semble bête comme ça, mais avant de se dire, d'être aveuglé un peu par la symptomatologie et une forme de nosographie qui peut être utile, mais bon, à qui on a affaire ? Voilà. Une fois qu'on a posé un diagnostic, d'accord, qu'est-ce qu'il y a derrière ? Parce que sinon, très vite, on est saisi par un sentiment, oh là là, combien de fois, moi j'ai entendu, il est psychopathe, il est sociopathe, il est ceci, il est ça.
Et vous doutez bien que quand vous entendez ça, que vous soyez professionnel ou parent, il y a quelque chose qui fige. Hein, là, on est pétri de représentations, bonnes ou mauvaises, mais en tout cas, on est saisi par ça. Et la question de dire les adolescents est à limite, oui, pourquoi pas, mais qu'est-ce qu'on en fait de ça? Donc ça a une utilité, mais quoi, si c'est pour un plan médical, ça peut servir. Hein, mais moi, je ne suis pas médecin, je ne suis pas psychiatre. Donc moi, il faut que je travaille sur quelque chose qui a du sens pour moi. Donc la question du processus est beaucoup plus adaptée dans ma façon d'appréhender et d'accompagner des adolescents plutôt que le simple fait de poser un diagnostic. Ouais, enfin, je ne sais pas si j'ai répondu à votre remarque, mais... Bon, c'est sûrement une question très bête, mais il y a quand même l'environnement social général, il me semble, et quand vous parlez d'agir, pas d'agir violent, mais d'agir, j'ai l'impression, d'une part, que il y a quelque chose des métiers, du corps, enfin, je mélange un peu tout, mais qui est de plus en plus effacé, et que les moyens d'emprise sur l'extérieur, sur le monde, sont tous, pour être très très schématique, parce que là c'est vraiment, c'est avalé par Internet, on pourrait dire. Mais enfin Internet, les réseaux, enfin je sais pas quoi. Bon, mais je crois que pour moi il y a aussi une vraie question des débouchés de l'agir. Des débouchés offerts par la société, si vous voulez. Et voilà, j'avais envie de vous poser cette question-là. Oui, alors, ça me permet d'ailleurs, vous voyez qu'il n'y a pas de question bête, hein. Ça me permet de me rappeler ce que je voulais dire tout à l'heure. Merci. Non, mais je pense que, oui, quand je disais qu'il y a, voilà, jeunes ou moins jeunes, il y a la question des opportunités. Et je discutais ce matin avant de venir avec un ami qui me parlait de son fils et des questions de la rencontre. Des opportunités de rencontre. Alors c'est vrai que quand on est sur les réseaux sociaux, on rencontre, mais de manière différente. Mais quand même, c'est qualitativement... Alors après, ça fait un peu discours un peu rétrograde, mais la rencontre sur les réseaux sociaux n'est pas la même que... En live et là, comme là. Voilà. Pas, si on avait fait là, ce café psy en distanciel, ça n'aurait pas eu la même coloration. Donc je pense qu'effectivement, il y a des opportunités à travers Internet, à travers les réseaux sociaux, mais qui qualitativement n'est pas la même. Et donc ce que je dis souvent, c'est que l'agir peut se glisser dans les opportunités, quelles qu'elles soient. Mais du côté des professionnels, des accompagnants, des soignants, qui on veut, même des parents, finalement, ce qu'on doit créer, c'est aussi des contre-opportunités, en quelque sorte. Et ce que j'ai l'habitude de dire, moi, aux professionnels, qui se disent, mais est-ce que ça va marcher, ça? Comment on fait avec ça? J'ai dit, vous êtes des faiseurs d'opportunités. Voilà. Les professionnels, les enseignants, les éducateurs, ce sont des faiseurs d'opportunités pour créer la rencontre. Et on sait bien que, quelquefois, je vais être très simpliste, ça ne tient qu'à ça. Ça ne tient qu'à une rencontre. Nos vies basculent lors d'une rencontre, pour le meilleur et pour le pire. Ouais. Bon. Donc, moi, quand on réfléchit, même du côté de la recherche, à des préconisations de nos travaux, parce qu'une fois qu'on a intellectualisé, qu'on a décortiqué, qu'on a analysé, et qu'on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Parce que moi, même dans la recherche, je suis assez pragmatique. La question que je me pose, c'est à quoi ça sert ce que je fais? Donc comment je le transfère? Comment ça peut aider mes collègues psy, d'accord, mais mes collègues éduques, enseignants, travailleurs sociaux, peu importe. Et donc comment on le transfère ça? Comment on le traduit en éléments opérationnels? Mais souvent, la première chose qui me vient, c'est, une fois qu'on a analysé ça, créons des opportunités de se rencontrer. Voilà. Comment on fait pour créer ces moments de bascule? Et alors, là, on est dans une période où la question du doute est insupportable pour chacun d'entre nous. On recherche la vérité. Voilà. Des positions claires, caricaturales. Douter, la nuance, c'est très angoissant. Bon.
Et très souvent, ce qu'on retrouve notamment chez les adolescents ou jeunes adultes, c'est dans ces rencontres la possibilité de s'autoriser à douter. Et là, tout change. Et quand je vous dis ça, je pense souvent au processus de radicalisation, par exemple. La radicalisation, c'est quand même la possibilité de ne douter de rien. On suit une ligne idéologique, radicale, sans se poser la question de est-ce qu'on peut se tromper? Surtout pas, je pensais comme ça. Vous voyez, donc il y a quelque chose de comment nous, dans notre société, pour utiliser un terme un peu pompeux, on peut créer des opportunités de rencontres et de changements. Ouais, on est bien loin de choses très élaborées, mais des fois, on s'aperçoit que la carence est de ce côté-là. On ne se rencontre pas. Je vais revenir au lien petite enfance et adolescence. Et à partir de ce que tu as dit, Blandine, j'ai pensé à ces petits qui ramassent des cailloux, vont les jeter, casser des bâtons, enfin, essayer de s'attaquer à la matière autour d'eux. Et on voit quand même souvent aujourd'hui des petits qui ont déjà un écran. Hein. Donc moi, je pense qu'il y a quelque chose là qui va les amener à être dans un déficit par rapport à ce contact, à cet agir que permet la rencontre avec la matière, l'engagement corporel. Et on se dit qu'effectivement, comme il y a un lien entre la petite enfance et l'adolescence, ce déficit va avoir un effet sur la façon dont le rapport au monde va se construire. Et puis, il y a une autre question qui m'est venue. Tu as dit, David, qu'il n'y a pas toujours un lien avec l'histoire familiale. Moi, quand je pense aux jeunes gens ou aux personnes qui sont en prison, je me dis, mais en prison, il n'y a que des enfants malheureux. Alors, il y a bien quelque chose quand même, il y a un lien. Alors, c'est bizarre, je ne me suis pas entendu dire ça, moi. Tout à l'heure, j'ai entendu quelque chose du côté... Parce que c'est plutôt l'inverse, mais bon, voilà, j'ai du mal le dire. Mais j'ai entendu les parents... L'histoire, parfois, justement, ça peut être un lien avec la famille. J'ai compris que je comprenais mal. Hein, mais c'est non, c'est peut-être moi qui l'ai mal dit. Mais non, au contraire, moi je dis que ça a à voir. Non, ce que je dis, c'est que c'est pas forcément, pour le dire simplement, pas forcément la malveillance des parents. C'est pas l'incapacité des parents, parce que souvent on se dit, il y a des parents qui sont, c'est forcément la faute des parents. Bon. D'ailleurs, la faute, c'est pas la responsabilité. Qu'on soit responsable en tant que parent, oui, mais c'est pas sur le mode de la culpabilité. Voilà. Bon, non, mais après, je suis d'accord avec toi. Il y a toujours quelque chose de la famille qui se joue dans tout ça. Hein, c'est pour ça que moi, même sur les questions des radicalisations, je m'intéresse à ça. Et alors, ça me faisait associer. Je sais pas s'il y a des collègues de pédopsychiatrie là, mais donc il y a des nouvelles problématiques. Je supervise des équipes en pédopsychiatrie où les professionnels, et moi je découvre, des enfants qui arrivent. Une forme de sidération figée et qui ne se réanime que quand on leur donne un téléphone dans les mains. Et là, on a des professionnels qui disent qu'est-ce qu'on fait, quoi. Donc, avec sont traversés par. Alors, est-ce que c'est un trouble du spectre autistique? Est-ce que c'est. Et on ne sait pas. Voilà. Et c'est des enfants qui sont là, sans stimuli, qui sont figés et qui n'interagissent pas. Et qui ne se saisissent de rien. Mais il y a quelque chose qui est nouveau, qu'il faut se réapproprier, qu'il faut comprendre. Mais de toute façon, on a toujours un temps de retard. Hein, c'est ça. Donc là, il y a de nouveaux symptômes contemporains qui apparaissent, peut-être de manière même un peu plus rapide. Hein, moi, je le vois avec mes étudiants sur les thématiques qu'ils choisissent de travailler. Et de plus en plus, je me dis, mais je ne connaissais pas ça. Me vient quelque chose. Est-ce que, au travers de cette nouvelle problématique que tu ramènes, il n'y a pas au travers de ces écrans quelque chose de l'ordre d'une nouvelle forme de capacité de rêverie, comme pouvait le dire Bion, hein, cette fonction alpha, capacité de rêverie, qui finalement peut-être nous fait défaut. Et d'ailleurs, on l'entend aussi dans les institutions, hein, quand j'interviens, notamment suite à des passages à l'acte sur des éducateurs, des référents ASE, qui sont
pour le coup, en tout cas, au moins déjà choqué, sidéré, et puis peut-être un peu plus tard dans l'après-coup, le coup d'après traumatisé, comment d'ailleurs on peut essayer de se rencontrer quand l'adulte a été tabassé, menacé de mort, et qu'on sent qu'il n'y a plus cette capacité de contenance et de rêverie, à cette fonction alpha de Bion. Est-ce qu'il y a quelque chose qui permettrait finalement de se substituer à ce qui pourrait faire défaut à l'extérieur ? Ça, c'est notre job de psycho, de créer des espaces où la rêverie, la transformation de ce qu'on vit est à nouveau possible. Voilà, notamment dans les espaces d'analyse des pratiques, avec des professionnels qui vivent. Alors, je pensais à René Caës qui nous a quittés dimanche dernier. Voilà. Mais il y a quand même une particularité, que ce soit les parents, les professionnels, face à ces violences. Enfin, il y a ce à quoi on est confronté directement, et puis il y a le métacadre dans lequel on évolue, qui est aussi sidérant, en fait. Et moi je le vois, à la fois chez les patients que j'ai en consultation, mais aussi dans les équipes, il y a quelque chose d'une intrication entre l'individuel, le personnel, le familial, et puis le sociétal, pris dans cette hyper-connexion, dans cette hyper-information, et ce flux permanent. La première chose que tu as donnée comme exemple, c'est le jeune qui a agressé l'enseignante. Bon, c'est là, c'est ici, c'est maintenant. Donc vous croisez ça avec ce qui nous préoccupe, nos angoisses, je veux dire, à mon avis, même nous, professionnels, par moment, moi je suis, j'ai du mal à me dépêtrer de cette capacité, enfin non, c'est pas une capacité, c'est incapacité à penser, justement. Bon, mais tout l'enjeu, c'est de recréer et ce qui est intéressant, puisqu'on fait référence à Caës, c'est qu'on s'aperçoit que de plus en plus, institutionnellement parlant, puisqu'on parle de la question des liens, on voit bien qu'à l'hôpital, dans les institutions, ces espaces, ils se transforment. Alors, à minima, ils se transforment. Et c'est ce que j'allais dire. Et quelquefois, ils disparaissent. Donc, on se retrouve dans des situations où il n'y a plus de lieu pour penser. Et on est face à de l'impensé et de l'impensable. Alors, les défenses, ensemble, on se débrouille, on bricole. On bricole des défenses qui nous permettent de tenir. Et qu'est-ce qui revient le plus, puisqu'on parle de la question des liens aussi, une forme de désolidarisation aussi, parce que quand on n'a pas d'espace où on travaille le collectif, le solidaire, on se retrouve seul à faire face. Et encore, je pense à des parents, je pense à des professionnels qui viennent me voir et me disent, mais voilà, je me sens isolé, je me sens seul. On n'a plus l'espace où créer une forme de solidarité collective et une défense collective qui nous soutient. On n'est plus seul face à l'adversité, mais on est plusieurs. Et du coup, qu'est-ce qui se crée ? Tout le monde est d'accord. Il y a ce que Caës appelait le pacte des négatifs. Voilà. On se met tous d'accord autour du fait qu'on ne se parle pas de ça, tout va bien. D'ailleurs, moi je le vois. Alors, pardon, attention à ce que je vais dire, ne vous identifiez pas à tout ce que je dis, mais je vois bien que dans les groupes d'analyse pratique, des fois, c'est très convivial. Il y a le café, il y a les gâteaux, il y a la galette des rois. Bon, tout va très bien. Bon, mais tout va très bien, Madame la Marquise, mais finalement, quand je leur pose la question, alors, non, tout va très bien. Et donc, non, ça va. Et quoi d'autre ? Non, ça va, ça va. Et donc, on ne parle de rien. On est tous d'accord pour ne parler de rien. Parce qu'on sait bien qu'il y a un risque de se retrouver dans des espaces, de moins en moins d'espace, ou en tout cas de moins en moins efficients pour mettre au travail, ce que tu disais tout à l'heure, cette capacité de penser nos pratiques. Oui, mais de créativité aussi. C'est qu'on arrive ça va avec. À arriver à quelque chose. C'est comment imaginer autre chose, quoi. C'est ça. Il y a un démaillage psychique. C'est que tu parlais de Benghazi. Oui, le maillage. Bonjour, merci beaucoup pour cette conférence très intéressante sur les aménagements de la dépendance à l'adolescence. Alors moi, ça m'a fait écho à quelque chose. Je suis psychologue, je travaille en centre éducatif fermé auprès d'adolescents qui ont un parcours judiciarisé, donc qui sont placés dans ce lieu alternatif à l'incarcération. Et je me suis rendu compte que dans les entretiens, notamment au départ, quand je travaillais auprès d'eux, parler de leur famille, c'était très compliqué. Et puis j'ai trouvé un petit truc en travaillant sur le transfert et le contre-transfert, c'est que en leur demandant de me raconter comment ils en sont arrivés là, dans le trafic de stupéfiants par exemple, il y a quelque chose qui s'est mis à les animer, notamment pour me parler de la façon dont ils se débrouillaient
pour aller récupérer du stupéfiant, comment ils s'arrangeaient pour faire transiter de la marchandise d'un pays à l'autre, par exemple. Et à partir de là, justement, j'ai pu progressivement aller sur des espaces de rêverie, on parle de rêverie tout à l'heure, et plutôt qu'au départ d'avoir une position un peu rigide en tant que clinicien, en me disant, bon, j'arrive dans ce nouveau travail, je vais essayer de travailler sur la famille, le lien, qui est potentiellement traumatique, et bien en fait, en partant de là, en leur demandant de raconter quelque chose, et bien en fait, il y a du lien qui s'instaure et qui s'installe. Et donc, voilà. Donc, penser la rêverie, en tout cas, avec ces sujets-là, en tout cas, moi, ça m'a paru vraiment très intéressant, et merci pour cet échange, et voilà. Je voulais vous dire ça, en fait. Moi, ici, ça me fait associer au fait que des fois, notre ambition, le mieux est l'ennemi du bien, quoi. Hein, des fois, il faut partir. Bon, moi, j'essaie de me le dire à moi. Il faut partir de là où ils en sont et pas de là où on aimerait qu'ils soient. Ouais, et souvent, on est pris là-dedans. Mais ça nous demande d'être plus modeste dans ce qu'on propose. Ah ouais, oui. Et donc, effectivement, la question des médiums, Bonjour, moi je suis juste, on va dire, maman. Maman, oui, c'est un super boulot, en plus de toutes les autres casquettes. Du coup, je suis maman d'adolescents, on va dire, de 2 vagues. Donc j'ai mes 2 premiers qui ont 23 et 22 ans, avec mon premier qui m'a fait la chance de me montrer son chromosome surnuméraire 1 semaine après la naissance. Donc le projet de vie est différent et l'accompagnement est différent. Et c'est une très belle expérience et je suis très heureuse de cette parentalité. Et ensuite, mon petit dernier qui a 11 ans. Et donc du coup, je vis l'adolescence dans une société où j'ai l'impression que c'est extrêmement dur d'être adolescent. La vidéo donc, de la prof qui a été attaquée, je l'ai appris en fait par les réseaux, parce qu'effectivement, pour savoir comment les enfants et les ados sont au courant des infos. Moi, je regarde la 5. Mais en tout cas, j'ai les infos par Hugo Décrypte parce qu'a priori, c'est comme ça que les jeunes suivent. Donc, ça me permet d'avoir les deux prismes. Donc, je l'ai vu par Hugo Décrypte où on voit en fait une prof qui est agressive. Et j'ai pris ça, mais d'une violence où en fait, on attaque les ados. Et tout d'un coup, en fait, tous les ados ont été responsables de ce que un a fait. Je trouve ça terrible parce qu'au final, il y a des raccourcis qui sont faits sur les éducations, sur les parents, sur l'accès au réseau, et du coup, ça renvoie aussi à la position du parent. Le parent qui aussi peut être comme 60% des parents en situation de monoparentalité, en tout cas monoéducation en garde classique. Et en fait, en discutant avec des copines, c'est très bien, ça a un intérêt, c'est que ça nous a permis aussi de voir comment le collège, je suis dans une commune privilégiée, comment le collège gère cette gestion des écrans, ou au contraire, c'est hyper stigmatisant, hyper répressif. Finalement, je pense avoir mis mon gamin dans un collège qui est stigmatisant aussi. Et je trouve que en fait, quand on parle de rencontre, pour moi, en fait, c'est là où quelque part j'ai besoin de positif, et je pense que vous êtes quelqu'un qui pouvait nous donner du positif. Et en fait, à tous, on doit aussi la faire changer cette société. Je pense que ce lieu de rencontre et ces rencontres, effectivement, c'est hyper important. Mon fils a la chance de faire du sport, de faire de la musique, voilà. Donc il a plein d'opportunités de rencontres et il est énormément suivi et ouvert et sous surveillance. C'est pas le cas de tous. Mais l'intérêt de l'adolescence, c'est qu'aussi c'est un moment où on apprend aussi à comprendre, même s'il y a des moments où on déconnecte. C'est important aussi d'être porteur de son projet de vie. Ce que j'ai découvert justement avec mon premier. Et c'est tellement puissant. Et quand on voit qu'on a un jeune en situation de trisomie 21 qui peut être autonome, qui peut être citoyen, qui peut être qui a un travail ordinaire, qui a fait 2 CAP. Si lui il a réussi, pourquoi en fait les autres réussiraient pas, et pourquoi on leur parlerait pas de projet de vie, et pourquoi on les inclut pas dans ça, dans la rencontre et tout ça. Voilà, c'est juste une question, mais à un moment, quand est-ce qu'on va nous leur donner aussi les capacités de prendre leur part. Voilà. Donc je veux du positif. Oui, j'allais vous dire, c'est pas une question, c'est une remarque. C'est très intéressant. Une question dans le sens où, alors une de mes casquettes c'est d'être référent RSE dans une entreprise. Je pense que là en fait les entreprises aussi ont leur rôle. Et je pense que la société et nous tous on peut l'avoir. Et comment est-ce qu'on peut faire à titre personnel
et individuelle dans nos communes. Comment on peut le faire aussi dans les associations. Tout ça aidé par des psychologues, effectivement, parce qu'on amène tous nos fêlures. Mais les entreprises aussi ont un rôle. Je pense qu'en parlant de mécénat de compétences ou autre, je pense qu'il y a quelque chose qui est aussi à réfléchir. Comment est-ce qu'on peut avoir notre part active pour tout simplement construire avec eux. Voilà. Alors, je rebondirai sur ce que vous avez dit au tout début, c'est-à-dire c'est difficile d'être adolescent. Oui, mais c'est difficile d'être parent aussi, je pense. À cette époque, d'adolescent. Voilà. C'est quand même, voilà. Moi, j'ai de plus en plus de parents qui viennent me voir pour leur adolescent. Alors, c'est pas nouveau, bien sûr, mais là, bon, y a quand même quelque chose d'une forme d'inquiétude, même si après on s'aperçoit que les adolescents, comme vous dites, ben, ça fonctionne pas trop mal. Ouais, c'est pas parfait, il y a des, mais bon, moi, je me méfie toujours d'une forme de neutralité de l'adolescent. C'est pas forcément. Maryse parlait des enfants tout à l'heure. C'est comme les parents qui disent non, mais moi, mon enfant, il n'a pas d'angoisse. Bon, je suis pas sûr que ça soit une bonne. quelque chose de forcément bien. Hein, mais donc, oui, c'est pas facile d'être parent d'ado et c'est pas facile d'être ado. Voilà. Et donc, ça me faisait penser. Je vais faire un pas de côté. Dans ma réponse, parce que j'ai entendu ça aussi dans ce que vous dites. Enfin, il y a un sociologue qui s'appelle Alain Ehrenberg qui parle du culte de la performance. Voilà. Il faut être performant en tout. Il faut être les super parents. On le voit, hein, il faut être des super ados, des super enfants. Et si on a un truc de travers, c'est fini, c'est la catastrophe. Ouais. Alors, je vais vous raconter une tranche de vie. Ce matin, j'étais au café avant de venir, donc, et je discute avec ses amis. Et on parle, voilà. Donc je dis à cet ami, je vais au Café Psy, tu veux venir? Ah, mais j'aurais bien aimé, mais je peux pas. Et alors, je dis, bon, et comment vont tes enfants? Ils ont 23, 24 ans. Voilà. Et il me dit, bon, écoute, ça va mieux, parce que c'est un papa, je connais que lui dans ce discours-là, qui était très angoissé de l'avenir de ses enfants. Parce qu'il y en a un qui est parti en Australie. Donc là, les adolescents ou jeunes adultes, ils veulent tous partir en Australie. Voilà, parce que c'est l'Eldorado. On peut... Et donc très angoissé de se dire, mon fils va partir en Australie, qu'est-ce qu'il va faire à l'autre bout de la planète? Bon. Le fait est que ça fait 3 ans, ça se passe bien, il voyage. Alors c'est sûr qu'il n'a pas le schéma classique du métier, de l'école d'ingénieur que papa a fait. Et lui, il se rend compte, bon, ben, finalement, c'est pas si mal. Voilà. Et en plus, il en a 2 comme ça. L'autre, c'est pire. Donc, papa ingénieur, il a dit, je vais aller faire du théâtre. C'était une catastrophe. Voilà. Un artiste. Bon. Et il s'aperçoit que ses 2 fils vont très bien, s'épanouissent, et avec un début de doute du schéma qu'il leur proposait, qui n'était pas forcément le bon. Mais là, quand on disait l'éducation, c'est toujours tout ce qui rate. Et bien là, ça fonctionne. Ouais. Donc je veux dire que moi j'aime bien votre retour d'expérience là, c'est-à-dire oui, il y a quelque chose qui fonctionne, voilà, et qui peut toujours fonctionner. Après, le culte de la performance est un vrai poison, hein, pour moi. C'est-à-dire c'est vraiment c'est ce qui va constituer presque je sais pas, le terme qui me vient, c'est le pharmacon. Vous savez, c'est à la fois le remède et le poison, le pharmacon. Et Ehrenberg, il parle de ça, c'est-à-dire que voilà, la substance qu'on peut prendre, hein, qui va être le remède, le médicament, mais qui peut être aussi ce qui va nous empoisonner. Et les solutions qu'on trouve, des fois, sont des solutions, mais aussi un poison dans le côté séducteur que ça peut produire. Et donc, le fait d'avoir des espaces, enfin, c'est comme ça que j'ai entendu, hein, d'avoir des espaces où se rencontrer, où parler aussi des difficultés, mais aussi des choses positives, c'est bien, ça fait du bien de se dire que malgré le prisme, vous savez, il y a même maintenant des journaux en dehors des réseaux sociaux, mais des journaux télévisés qui prônent maintenant l'information positive. Tellement que le tableau noir en permanence qui nous submerge fait que on se dit mais c'est une catastrophe en fait. Vers où on va? Donc tout ça, ça nous infiltre. Plus cette injonction sociétale de nous dire mais tu peux pas être fatigué. Vous pouvez pas être une maman fatiguée et dire qu'il y en a marre, que voilà, vous avez envie de partir, vous aussi de fuir par moment. Sinon, c'est être une mauvaise maman. Vous voyez, mais ça s'applique à tout, pour le travail, bon. Et il faut absolument
quitte à le faire de manière artificielle, et c'est ce qu'on renvoie aux ados aussi, de se maintenir dans la performance. Voilà. Et ça, c'est un vrai danger pour nous, parce que qu'est-ce qui se passe? À force c'est comme les sportifs de haut niveau, à force de se tenir, de tenir, comme dit l'autre, hein, c'est pas la chute qui est importante, c'est l'atterrissage. Hein. C'est-à-dire à force de se dire, mais si je lâche, il y a quelque chose qui est finalement un signe de faiblesse. C'est inculqué quand même aussi chez des enfants, chez les jeunes. Il n'y a pas de pause possible en fait. Ouais, et on est quand même paradoxalement. Alors c'est intéressant quand même parce que le signe inverse de tout ça, c'est l'investissement que l'on fait sur le bien-être, qui est très omniprésent dans nos vies et qui est le signe quand même que quelque chose va pas forcément très bien. C'est-à-dire, on cherche le bien-être absolument. Bon. C'est une autre injonction. Voilà à quoi ça me faisait associer tout ça. Moi, je voudrais revenir sur KS. KS ne m'a pas quitté dimanche dernier. Dimanche dernier, il est mort. Il m'a pas quitté parce que j'ai construit en moi une imago KSoise, je ne sais pas comment on pourrait le dire. En tout cas, il y a quelque chose de l'ordre du père PAIRS de KS par rapport à moi. Et nous avons un collègue qui s'appelle Bertrand Chapuis qui parlerait d'adelphie intrapsychique. C'est-à-dire que j'ai construit en moi une image de KS qui me permet, dans tout un tas de situations, d'expliquer des choses qui seraient relatives à de la radicalité ordinaire des adolescents. Vous nous avez donné des situations assez extrêmes, des jeunes incarcérés, mais cette radicalité ordinaire adolescente, elle vient nous chercher dans nos cabinets via éventuellement effectivement leurs parents. Et je trouve que là, KS, qui sort de la binarité en nous proposant un modèle dans le transgénérationnel et dans l'adelphique, il nous apporte beaucoup de pistes pour comprendre un petit quelque chose de ce que ces adolescents essayent, quand ils y arrivent, de nous transmettre. Les adelphes, c'est un mot très ancien qui vient de la Grèce, alors je ne sais plus si c'est 1er, 2e ou 3e siècle, qui désigne les enfants d'une même fratrie, même père, même mère. Puis ce mot a été élargi aux personnes de l'environnement proche qui ne sont éventuellement pas issues du même utérus. Et puis ça a été élargi encore à des pères PAIRS, mais ça va au-delà. C'est-à-dire que par exemple, les jeunes en bas dans les cités, c'est un groupe d'adelphes, c'est pas un groupe de pères. Parce qu'un groupe de pères va partager... Bon bref, ça va ? Ça marche, oui. Sur la question du lien, en fait, moi j'ai en tête que pour qu'il y ait du lien, il faut être 2, voire peut-être 3. Il faut qu'il y ait du 3. Et du coup, je me dis, quand vous parlez du lien de dépendance, je me demandais plutôt, est-ce qu'il y a du lien en fait pour ces adolescents ou est-ce que c'est plutôt le signe qu'il n'y en a pas ? Et ça me fait penser qu'on est dans une société où peut-être on a du mal à faire lien parce qu'on est dans quelque chose de toujours très... où l'autre est toujours soit un adversaire, soit le même que nous. Voilà. Est-ce que c'est le signe d'un lien de dépendance ou du fait qu'il n'y a pas trop de liens ? C'est ma question. Bon, on a 3 heures ou pas ? Non. C'est une disserte en fait. Alors, je n'ai pas la prétention de pouvoir répondre à tout, hein, mais là, en tout cas, ça me fait associer au fait que... moi, je fais la différence, alors, pour faire référence à ce qu'a dit la collègue sur KS, le lien n'est pas la relation. On peut être en relation et pas en lien. On peut être en lien et pas en relation. D'ailleurs, c'est ce qui pêche souvent dans les familles. Voilà. Du lien, il y a... mais peut-être que je me trompe, vous me corrigerez, je pense qu'il y en a toujours. Même si on ne se reconnaît pas fils d'eux ou fille d'eux, on l'est quand même. Donc il y a un lien filiatif. Hein, le lien il est du côté filiatif. Bon. Quelle que soit la qualité de ce lien. Mais j'entends dans votre question comment on rentre aussi en relation. Est-ce qu'il y a de ça aussi dans votre question ? Donc effectivement, la question de la relation, après, c'est autre chose. Mais on a beaucoup parlé de la rencontre et des opportunités de rencontre. Mais pour être en relation,
il faut être... Il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé. Il y a quelque chose qui est fondamental, c'est la reconnaissance de l'altérité. Et, alors j'ai des collègues qui travaillent de plus en plus là-dessus, sur la question de l'empathie chez les adolescents. Voilà. Quel est le devenir de l'empathie chez les adolescents? Est-ce qu'il y a de l'empathie compte tenu du contexte actuel, sociétal? Est-ce qu'il n'y a pas une perte d'empathie qui pourrait avoir, alors moi je fais l'hypothèse que cette empathie elle pourrait avoir un rôle dans la relation aussi, dans la reconnaissance de l'altérité. Et c'est vrai que je prends des exemples caricaturaux parce qu'ils nous aident à penser aussi l'ordinaire. D'accord? Et quand on a des jeunes qui passent à l'acte violent, on s'aperçoit que la question de l'autre est centrale, notamment de est-ce que l'autre existe? Est-ce qu'il n'est pas qu'une réification, qu'un objet, une chosification? Donc c'est des vraies questions qu'on se pose. Donc il y a la question effectivement de l'altérité. Comment on reconnaît l'autre? Voilà. Alors, comment? Oui, je vais déjà trop loin. Est-ce qu'on reconnaît l'autre? Et comment on rentre en relation avec cet autre? Là, on parle, je veux dire, chose un peu pompeux encore, mais on parle du lien social aussi. Comment on s'inscrit dans le lien social à travers ces relations et comment on les construit, ces relations? Bon, je n'ai pas la prétention d'en dire plus, mais en tout cas, voilà, votre question, elle vient interroger cette altérité qui est quand même, nous, dans les problématiques de violence, et notamment avec le regard psychocriminologique, on interroge ça, parce que souvent, dans l'accompagnement, on se questionne sur la responsabilité vis-à-vis de l'acte. Et la responsabilité vis-à-vis de l'acte, elle implique la reconnaissance de l'autre. Et souvent, le hiatus qu'il y a, voire la confusion, c'est de ne pas faire la différence entre, tu sais, quand on pose la question aux jeunes, mais tu te rends compte de ce que tu as fait? Les conséquences que ça a? Ah oui, je me rends compte, oui, je me suis attrapé, c'est une catastrophe. Donc c'est plutôt du côté de la honte que du côté de la reconnaissance de l'autre, en fait. C'est pas sur les conséquences sur l'autre, mais c'est sur qu'est-ce que ça a produit sur moi, finalement. Oui, c'est l'idéal du moi. Oui, on est plutôt du côté narcissique et non pas du côté de la culpabilité, en fait, qui implique l'altérité. Et donc on voit bien qu'il y a une modalité, mais je crois que c'est toi qui le disais tout à l'heure. Encore une fois, cette question du métacadre et du rapport au monde dans lequel on vit. J'ai un collègue qui s'appelle Daniel de Rivois qui travaille sur la clinique de la mondialité. Bon. Donc, en disant que ce qui se passe à l'autre bout du monde a une incidence ici, sur nous, chez les jeunes, les enfants, les ados, les familles. Voilà. Tout est hyper connecté, en quelque sorte. Donc, on est dans ce maillage, là, je parlais tout à l'heure. Mais ça veut dire qu'il y a une forme de mutation aussi. Et, puisqu'on parlait de pathologie du lien, là où tu parlais toi de surmoi, je pense qu'il y a quand même une mutation du côté des pathologies qu'on dit narcissiques. Et on est passé, et c'est pour ça que moi je m'intéresse aux problématiques de radicalité, parce qu'elles nous disent quelque chose aussi de notre monde contemporain, où il y a deux mondes, un monde qui se divise, je caricature mais volontairement, avec un qui inclut la question du jeu, et même vous l'entendez dans le discours des personnes qui viennent en consultation. Ce n'est que du jeu. Je. Le nous a tendance à s'émousser, à disparaître. Et sur l'autre versant, l'autre pôle extrême, sur les radicalités, c'est le nous. C'est le nous. Il n'y a plus de jeu. Ouais, dans cette comme fraternité, dans ce que je disais sur cette fraternité, oui, voilà. les frères, frangins. Oui. C'est-à-dire qu'on parlait de famille tout à l'heure, il y a une forme d'horizontalité, de sororité, de fraternité, voilà, et on fait corps. Et donc l'individu s'efface au profit du collectif et du groupe, avec le risque, et c'est là qu'on retrouve tous les symptômes comme le complotisme et tout ça, quand on attaque un élément, on attaque le groupe. Quand on attaque le texte idéologique, religieux, politique, on attaque le groupe. Et donc il y a une défense, une réaction en miroir identitaire du groupe qui attaque celui qui critique, celui voilà. Bon. Et puis de l'autre côté, encore une fois, le jeu, l'hyper-individualisme. J'ai envie de résumer peut-être en disant c'est moi ou l'autre, et plus moi et l'autre, et nous contre les autres, contre eux. Mais on a changé de conjonction, de coordination. Mais on change de paradigme. Ouais. Hein, on voit bien qu'il y a une forme de glissement, d'hybridation qui se... Et vraiment, moi
ça veut dire que je commence à être vieux, j'entends l'évolution dans le discours des patients, des personnes, il y a quelque chose qui change, vraiment. Ouais, bonjour. Alors, il y a tellement de choses que je ne vais pas parler de tout ce que j'ai entendu parce que je vais moi aussi prendre beaucoup de temps. Juste ramener un élément sur la question qui me traverse depuis tout à l'heure, c'est celle de l'inconscient, du sujet, et de comment, en fait, dans cette clinique très très particulière de l'agir, du passage à l'acte, où justement il y a un gros enjeu autour du lien et de la fin du lien, c'est-à-dire de la mort du lien. Comment on peut travailler une question qui, pour moi, est fondamentale depuis des années, le fait qu'on puisse accueillir l'insondable du sujet. C'est-à-dire que même quand il n'y a pas de sens et qu'on essaye de l'éclairer, il n'y aura toujours pas de sens à ma vie, à mon être et à mon manque à être. Et qu'aujourd'hui, alors moi j'aurais plein d'explications, mais je ne vais pas les développer. Juste la question que j'aurais envie de poser là, aujourd'hui, ici, en écoutant tout ce qu'on s'est dit, c'est mais où pouvons-nous faire refuge de cet insensé pour invalider quelque chose du futur ? C'est-à-dire que le sujet ne soit pas dans la linéarité d'une délinquance, de la mort, d'une pulsion abrasive, qui fait que ce sujet, mais finalement, ne voit rien d'autre que l'opacité dans le futur, mais qui puisse se concentrer sur quelque chose qui puisse bouger, faire autre chose de ce futur. Et j'aurais tendance à le ramener à une question, c'est-à-dire comment quand moi j'accueille, je peux faire savoir à l'autre qu'il y a cette opacité qu'on partage ensemble, puisqu'on est deux sujets totalement identiques au sens de la position du sujet, mais que par contre j'en fais quelque chose et qu'il en fait certainement autre chose. Et que donc comment je peux lui faire savoir ça. Alors j'ai des idées, j'ai des hypothèses, mais comment je peux lui faire savoir sans forcément le lui dire. Et que je trouve qu'il y a aujourd'hui dans nos discours beaucoup d'explications à cet insondable du sujet et peu de place pour que ce sujet n'arrive pas à nous le dire, son insondable. Alors, on les a nommés, c'est-à-dire que les écrans, toutes les disciplines qui se mettent en place pour qu'on puisse dire tiens, toi tu es ça, tout le côté diagnostic, pronostic, etc. est très présent aussi, mais je pense qu'on a une petite carte encore à jouer, celle de faire avec la singularité de chacun d'entre nous. Voilà. Juste, je voulais donner cette perspective. Juste pour compléter sur la question de lien-relation, mais je crois surtout que nous avons plutôt des rapports. Je crois que le rapport au sens mathématique, c'est ce qui est en train de régir nos vies. On est mis en rapport. Voilà, ce sont des rapports humains, des relations, des rapports sexuels. Tout est mis sur la question du rapport au sens mathématique du terme. Est-ce dû à quelque chose de l'ordre de cette digitalisation, de ces algorithmes, etc. Mais il y a quelque chose qui est, me semble-t-il, à chercher sur ce signifiant rapport à la place de relation. Enfin, je le glisse comme ça, mais juste, je ne sais pas si ça a à voir avec la Delphes, l'histoire du rapport, et si ça éclaire. Oui, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, en fait, on pose beaucoup la question de comment faire, de qu'est-ce qui pourrait être des pistes, mais je ne sais pas si c'est un mot qui a été prononcé jusque-là, or on ne fait peut-être que parler de ça, mais il y a la psychanalyse. En fait, moi je vois la psychanalyse comme un discours qui est d'autant plus d'actualité aujourd'hui, et je pense que ça peut être par là qu'on peut trouver des pistes, peut-être, parce que quand même à la fin d'une cure, on est censé accéder à la question de l'altérité absolue de l'autre, et à la dépendance qu'on a non pas aux autres, mais au langage. Et donc, aller lire de la psychanalyse peut-être.
Bon, je vais essayer de rebondir sur tout ce qui a été dit. Alors sur le dernier point, vous l'aurez peut-être compris, moi je suis éclairé par la psychanalyse. Bon, pour autant, il faut penser son adaptation dans les lieux et dans les contextes dans lesquels on les rencontre, les sujets. Bon voilà, donc c'est plus complexe que ça. Hein. Voilà. Moi, en tout cas, ça m'aide à penser les symptômes contemporains. Après, en termes de prise en charge et d'accompagnement, c'est autre chose. Mais 3 points, je me suis souligné. J'en parle tellement que j'en ai pas parlé aujourd'hui, je parle tellement toute la semaine. La question, là en ce moment, je parle beaucoup de la haine et des destins de la haine en fait. Voilà. Et avant les fêtes, on a fait venir, parce que sur les radicalités, je travaille avec mes collègues sociologues, et notamment Jérôme Ferré et Farhad Khosrow-Kavar, et on s'interroge, et notre hypothèse commune, c'est voilà, les destins de la haine dans les radicalités. Mais quoi qu'il en soit, enfin, je fais le même constat que vous, c'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose de cette déliaison amour-haine qui trouve à s'exprimer et des supports sur de plus en plus faciles à trouver. Et donc, ce que je dis moi souvent, c'est que les opportunités qui se créent ont tendance à catalyser une haine dans des opportunités plus violentes, hein, la haine sur les réseaux sociaux, enfin, peu importe, mais on voit bien que la haine infiltre, une fois qu'elle est déliée de l'amour, en quelque sorte, et qu'elle n'est pas transformée, elle trouve à s'infiltrer partout. Et c'est de ça qu'on se plaint d'ailleurs. On se plaint de cette haine qui est omniprésente, à la fois dans les institutions, à la fois dans les familles, et on a affaire avec ça. Bon, j'ai pas de réponse, je sais pas qu'est-ce que ça va devenir, je sais pas qu'est-ce qu'on va en faire. Mais en tout cas, pour revenir à ce que disait le collègue, la question de l'impensé, voilà, ça fait partie aussi de l'impensable, parce que ça vient nous sidérer quand même, la haine brute. Même si elle est constitutive de ce que nous sommes, elle est même nécessaire pour notre développement, et pour autant, quand elle est déliée, quand elle est pure, brute, elle vient quand même nous effracter. Bon. Et donc, pour répondre à votre remarque, à côté, je réponds, parce que c'est un peu à côté. Bon. Moi, je travaille beaucoup avec les archéologues. Bon, dire qu'est-ce qu'il fait avec les archéologues? Bon. À part aller visiter des grottes et fouiller. On parlait de psychanalyse tout à l'heure. Enfin, quand même, la psychanalyse, ce n'est pas qu'une métaphore de l'archéologie. On peut même imaginer que Freud s'est inspiré du travail des archéologues dans ses investigations et dans la question des strates, et donc de l'inconscient. Bon. Mais moi, j'ai rencontré les archéologues en prison, et je me suis aperçu que le médium archéologique avait un potentiel très important. Et lequel? Pour des jeunes qui n'arrivaient pas à se revendiquer d'un ancrage familial, le fait de les faire penser un temps long et un réancrage, non pas dans la filiation de la famille, mais dans la filiation humaine, permettait, c'est ce que disait mon collègue, permettait de retravailler, d'amorcer la question de la narrativité, de là où on vient. D'autant que quand on leur disait, puisqu'il y avait un certain nombre de jeunes maghrébins, quand on leur disait l'humanité est partie du Maroc, de l'Algérie, et là, ah ouais, ça part aussi de là. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de positif qui se réanimait dans une filiation non pas familiale mais humaine. Et donc le récit préhistorique et historique prenait une dimension symbolique qui réarmait en quelque sorte cette capacité, je disais, de rêverie, de transformation. Alors bien sûr, c'est pas miraculeux, mais il y a quelque chose qui se réamorçait de positif. Et donc, c'est mes travaux actuels. Hein, on travaille avec nos collègues archéologues, on vient d'avoir un appel à projet sur un médium psycho-archéologique, notamment avec des adolescents, pour travailler sur cette évolution, en fait. Voilà. Et c'est un vrai potentiel, et je trouve que c'est, au-delà de découvrir un champ très riche, c'est une rencontre qui nous permet à nouveau de penser, de rêver, et d'être optimiste aussi. Voilà. C'est peut-être bien de finir sur l'archéologie, qu'est-ce que vous en pensez? C'est l'heure. Donc, la prochaine fois, alors c'est au mois d'avril, le 11 avril. C'est Joël Rex qui est invité par Maryse Perrin. Hein. Et là, il va être question des médiations parents-enfants pour des parents qui sont privés par la justice de leur enfant.
et des liens, des relations ou des rapports avec leur enfant. Voilà, très bon week-end à toutes et à tous. Et merci, à bientôt. Merci pour les échanges. Merci beaucoup. Merci David. Il s'agissait d'un café psy, l'agir violent comme modalité de contrôle du lien chez l'adolescent, avec David Vavassori et Sabine Cariou, enregistré à la librairie Ombre Blanche le 7 février 2026 et réalisé par Radio en partenariat avec Radio Plus et Radio Terre.